Alors, quand on parle d'infection respiratoire récidivante, on va d'abord essayer de voir de quoi on parle, finalement. Parce que, vous savez que l'appareil respiratoire, c'est à la fois, ça peut être haut ou bas. Moi, je suis pneumopédiatre et on va passer très très rapidement sur les infections respiratoires hautes. Ce n'est pas mon propos et ce n'est pas moi qui suis probablement le mieux placé pour parler des rhinopharyngites, des otites, des laryngites, des angines à répétition. On parlera plus d'infections respiratoires basses, que sont les bronchites, les bronchiolites, les foyers pulmonaires. Une étude qui dit que c'est un tiers des consultations pédiatriques en médecine générale. Le motif d'admission aux urgences pédiatriques, c'est 8 à 18%, dont 10-30% de ces-là concernent les voies aériennes inférieures. Les infections respiratoires sont responsables dans le monde de 5 millions de décès par an, en particulier, spécialement dans les pays en voie de développement. Si on regarde la fréquence des infections respiratoires hautes en France, c'était, pour les rhinopharyngites, 10 millions de consultations pour les enfants. Donc la moitié chez les enfants de moins de 6 ans, donc c'est très très fréquent. Bon, les angines, c'est moins fréquent. Mais si on regarde après ce qui va nous intéresser plus, nous, c'est ce qu'on appelle bronchite, ce qui a été appelé bronchite dans les études épidémiaux. Vous voyez que c'est très fréquent, c'est 700 pour 1000 enfants. Donc c'est quasiment 70% des enfants qui auront eu une bronchite. Et puis ça baisse, puisqu'après 7 ans, on passe à 150 pour 1000. Donc il y a quand même un phénomène qui se passe, qui est un phénomène de maturation immunitaire. Et pour les pneumonies, on a également une baisse en passant de l'enfant à l'adolescent, puisque pour les enfants de moins de 5 ans, c'est 30 à 40 pour 1000. Et quand on arrive aux adolescents, on n'est plus qu'à 7 pour 1000. Lucas, 2 ans. Les parents vous l'amènent parce qu'il fait des infections ORL à répétition. Donc c'est le premier enfant. Antécédent de rhinite allergique chez son papa, né à terme, pas de détresse respiratoire néonatale, pas de dermatite atopique, pas d'allergie alimentaire, il est en crèche, papa fume, donc la famille typique, standard, et ils viennent consulter pour infection ORL à répétition parce qu'il a fait 6 rhinopharyngites fébriles dans l'année. Il fait des otites moyennes aiguës congestives, parfois des otites séreuses. Et tout ça est associé à de la toux grasse. Il ronfle la nuit. La croissance est normale, il mange bien. Ça survient essentiellement en période hivernale. Entre les épisodes, il va bien. Et comme vous le regardez, il a un poids, une taille normale pour l'âge. Et il a un tympan un peu mat, mais pour le reste, tout va bien. Que faites-vous? Bilan ORL. Regarde un petit peu l'histoire. Parce qu'avant de l'envoyer chez le docteur spécialiste, vous allez essayer de voir s'il y a des arguments qui vont vous rassurer ou des arguments qui vont vous alerter. Il va bien entre les épisodes, ce qui est plutôt rassurant. Il a une croissance normale. Voilà, il a une variation saisonnière. Donc tout ça, c'est quand même plutôt rassurant, puis il a un examen normal, quoi, en gros. Et par contre, il a une toux grasse. Et il ronfle. Donc les points clés de l'anamnèse, c'est manifestations respiratoires qui sont plutôt hautes. Parce que tousser quand on a une rhinopharyngite, c'est banal. À la limite, ça coule derrière, ça fait tousser. Fréquence modérée chez les enfants, il est en crèche, donc on pourrait rajouter qu'il y a son père qui fume. Il n'a pas de cassure pondérale. Pas de signe extra-respiratoire. Il y a des antécédents allergiques. Il a un père qui a une rhinite allergique. Qu'est-ce que vous proposeriez? Donc, est-ce que vous allez lui faire des explorations? Vous avez dit on va l'envoyer en ORL.
ORL VG, test cutané. Alors, on pourrait lui faire plein de choses si on voulait. Hein. Donc, on va sélectionner. Dans ces examens, dans ces possibilités, d'abord, est-ce que il est licite de faire une numération, un fer sérique, une ferritine, un bilan allergo, test cutané ou Fadiatope, un bilan immunitaire, une radio de thorax, un examen ORL complet, un scanner thoracique, une pH-métrie ou rien? Alors, la première réponse, c'est ça. Il n'y a rien à faire chez cet enfant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand même. Oui. Sur l'argument qu'il a une croissance normale, qu'il est en crèche, je vous montrerai ensuite la fréquence limite qui est proposée pour parler de manifestations récidivantes, parce qu'il y a des gens qui sont amusés à donner des critères, je vous montrerai ça. Après, vous avez le droit de lui faire une NUM. Alors c'est classique de faire des NUM pour chercher les petites anémies. Vous savez, pendant très longtemps, il a circulé le fait que la carence en fer, ça s'accompagne d'un déficit immunitaire, entre guillemets. Et donc, bon, il y a des gens qui proposent, mais l'examen ORL complet, là, je pense que, vous voyez, je l'ai mis un peu en pointillé, parce que ou bien vous êtes sûr de votre coup, ou bien vous préférez l'adresser à l'ORL qui va vous dire, oui, effectivement, et cet enfant, il a des grosses végétations, il ronfle la nuit, il fait des rhinopharyngites, il a un tympan un peu mat, bon, on pourra peut-être éventuellement discuter un jour de lui faire des VG. Après, ce que tu disais Bertrand, c'est vrai, la radio de thorax, pourquoi pas? Parce que vous trouvez que vraiment, il a fait 6 épisodes, qu'il tousse un peu trop, mais globalement, hein, la bonne réponse de base, c'est on ne fait rien. Vous voyez, tout ce que vous m'avez dit, il faut lui faire des tests cutanés, oui, on peut les faire. Effectivement, peut-être en deuxième rideau. Le bilan allergo, la radiothorax, la numération, on pourrait considérer que ce serait des examens de deuxième intention chez un enfant pour lequel vous pensez que les parents sont un peu, pas à bout, mais un peu demandeurs, qu'on les rassure. Quand on regarde avec l'âge les épisodes d'infection respiratoire haute, hein, vous avez les rhinopharyngites, vous voyez, au moins 4 par an, c'est le minimum au début. Ensuite, vous avez les otites, les bronchites et les angines. Vous voyez que le plus caractéristique, c'est vraiment les rhinopharyngites, et ce qu'ils appelaient à l'époque les bronchites, mais bronchites de l'enfant. Il suffit que l'enfant tousse pour qu'on parle de bronchite, mais s'il tousse à l'occasion d'une rhinopharyngite, ce n'est pas la même chose. C'est un autre problème de tousser en dehors d'une infection ORL. On est bien d'accord, hein? Ça va être un peu aussi un fil conducteur dans la journée, ça. Cet enfant a probablement ce qu'on appelle une immaturité immunitaire physiologique. Hein? Je vous rappelle qu'on est avec les IgG de sa maman, qu'on va les perdre progressivement et que le temps que l'on crée, qu'on produit ses propres immunoglobulines, eh bien, il va y avoir un trou. Les IgG maternelles, elles vont diminuer, les IgG de l'enfant vont lentement augmenter, et les IgA, vous voyez, elles ne sont définitives qu'entre 4 et 8 ans. Donc il y a un déficit immunitaire physiologique, qui est un déficit qui permet à l'enfant de faire son apprentissage, et qui, chez certains enfants, est plus symptomatique que chez d'autres. Un des intérêts de numération chez ces enfants-là, ça va être également de montrer qu'il n'y a pas de lymphopénie. Il n'y a pas que l'anémie microcytaire qui pourrait alerter. S'il avait une lymphopénie, le problème ne serait pas du tout le même. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à connaître et qui permet d'expliquer aux parents souvent le pourquoi de la situation, en sachant que
Si papa fume, ça n'améliore pas les choses. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un groupe, et c'est une dizaine d'années, c'est Robert Cohen. Son groupe avait émis quelques critères qui permettaient de dire à partir de combien on pouvait estimer que c'était récidivant ou pas. Donc vous voyez, les otites, c'était 3 en 6 mois ou 4 en 1 an. Alors on parle généralement d'otite moyenne aiguë dans ces cas-là. Pour les angines, c'est au moins 7 en 1 an ou 10 épisodes dans les 2-3 dernières années. Là, à ce moment, on peut parler d'angine récidivante. Ils avaient pris le parti de dire qu'ils considéraient que 6 épisodes fébriles de rhinopharyngite après 3 ans devaient considérer que c'était des manifestations inusuelles. Les sinusites après 3 ans, 3 épisodes en 6 mois ou 4 en 1 an. Et alors donc ça, c'est tout ce qui est voies aériennes supérieures. Et pour les voies aériennes inférieures, donc 2 pneumonies en 1 an ou 3 pneumonies avec des radiothorax normales entre les épisodes, c'est pas normal. Donc ça donne un petit peu un cadre. Ça peut dire également aux parents, écoutez, il a fait 3 bronchites dans l'année, c'est peut-être pas très grave. Rhinopharyngite qu'on appelle chronique, donc vous avez vu que les facteurs prédisposants, donc c'est l'immaturité immunologique, c'est clair qu'il y a un creux et il faut que l'enfant développe son immunité. L'hypertrophie des VG, vous avez tous dit qu'il fallait potentiellement aller voir l'ORL pour voir s'il n'y avait pas des grosses VG. La collectivité. Il n'y a pas de traitement en dehors de leur faire sauter les VG. Pas de vrai traitement. Qu'est-ce que vous recherchez sur les enfants qui font des rhinosinusites chroniques? Corps étranger. Oui, terrain allergique. Oui, le reflux. Alors ça va être un gros morceau de discussion aujourd'hui. Est-ce que le reflux fait tousser? Pathologie ciliaire. Pathologie ciliaire. Muco. Donc là, dans les cas de rhinosinusites chronique, c'est clair que l'apport de l'ORL, avec éventuellement l'examen ORL, les examens complémentaires, alors ils sont devenus très, très scanners, nos amis ORL, sur les rhinosinusites chroniques. Vous m'avez tous dit l'asthme, l'allergie, l'environnement, le reflux, déficit immunitaire, alors c'est rarement isolé. La mucoviscidose, mais alors je crois qu'ici la mucoviscidose c'est que les cas importés. Et puis on en reparlera de la dyskinésie ciliaire. Ce qui est actuellement relativement admis chez des enfants qui font des infections rhinosinusiennes récidivantes, c'est que en premier rideau, on ferait une numération, un bilan allergo. Alors théoriquement, le bilan allergo de préférence, c'est les tests cutanés. Mais si on ne peut pas faire les tests cutanés, on proposerait de faire un Fadiatope et une radio de thorax. Après, deuxième attention, un peu plus loin, c'est l'examen ORL qui va rechercher soit une anomalie locale, soit pour une hypertrophie des VG qui va proposer éventuellement de faire une adénoïdectomie. Le bilan martial, le bilan immunitaire, parce que la prise en charge sera totalement différente. Et si on a des arguments pour un reflux, l'ORL va peut-être vous dire, tiens, il y a une rougeur de la margelle. D'ailleurs, quand on pose la question à un ORL sur le reflux, il va toujours vous trouver une petite rougeur de la margelle comme argument de reflux. Mais le gold standard, ça reste la pH-métrie. Et en troisième niveau, si vraiment on pense qu'il y a une pathologie sous-jacente qui peut être potentiellement sévère,
le scanner des sinus, le test de la sueur, parce que je crois, en métropole, en tout cas, le diagnostic néonatal existe, le dépistage néonatal existe, mais il y a 5% de faux négatifs. Donc, on passe à côté de 5% de mucoviscidose. Donc, quand il y a un doute, c'est comme le test de la sueur qui fera être fait, et puis l'étude des cils. Donc, tout ça, vous voyez, tout ça est une progression qui va dépendre beaucoup de l'existence ou non de signes d'alerte. Quand vous avez un enfant qui a des infections ORL à répétition, des rhinosinusites, il faut regarder les points clés de l'enfant, regarder l'environnement, les signes qui vont vous rassurer et les signes qui vont vous alerter. Chez l'enfant lui-même, l'hypertrophie des végétations, oui ou non, la carence martiale, oui ou non. Alors on peut la dépister sur la NUM, ou alors faire directement un fer sérique et une ferritine. J'ai mis entre parenthèses attention à l'inflammation, parce que s'il y a une inflammation, ça va me faire monter la ferritine et vous allez avoir une fausse ferritine normale ou élevée. Le reflux, et l'allergie. Alors, l'inflammation rend les infections virales plus expressives, ça c'est vrai. C'est pour ça que chez les enfants qui font des rhinos à répétition, on finit quand même par faire un petit bilan allergo et permettre d'expliquer aux parents un petit peu pourquoi leur enfant qui a un terrain atopique, un terrain allergique, va faire des manifestations plus fréquentes. L'infection aggrave l'obstruction allergique. Les tests cutanés sont théoriquement la méthode préconisée, mais si on ne peut pas, on doit faire Fadiatop. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir une rhinosinusite et de l'asthme. Il faudra le prendre en charge. Donc ça, c'est l'enfant lui-même, c'est les points, les VG, le fer, le reflux, l'allergie. L'environnement, vous voyez, c'est la collectivité. Il y a la crèche multipliée par plus de 5 le nombre d'infections ARL par rapport au domicile. Mais ça a un tel intérêt social ou de sociabilisation, la crèche, que. Puis pour les parents, une fois, c'est obligatoire qu'ils mettent leur enfant en crèche, ils ne peuvent pas faire autrement, donc c'est incontournable. Mais c'est vrai que, sans parler des infections ORL, les épidémies de bronchiolite qu'on a maintenant, on ne les avait pas il y a 30 ans quand il n'y avait pas les crèches. Quand les enfants étaient gardés par les grands-parents, on n'avait pas des épidémies comme ça. Et c'est depuis que les petits-enfants sont en collectivité qu'on a des épidémies aussi importantes. C'est comme ça. Donc, la collectivité. En sachant que c'est le virus qui les rend malades, mais qu'ils se surinfectent gentiment à Haemophilus ou Boraxelle. Mais au départ, c'est quand même le virus. Le virus fait le lit de l'infection bactérienne. Le tabagisme passif. Donc ça concerne de l'anténatal pour nous pédiatres, de l'anténatal jusqu'à l'adolescence. Toutes les études montrent maintenant que le tabagisme passif augmente la fréquence des otites séreuses moyennes, augmente les infections respiratoires basses. Et avec cet aphoriste, 3 cigarettes fumées devant l'enfant, c'en est une pour lui. Le tabagisme passif, le tabagisme in utero, c'est la BPCO avant l'heure. Les racines pédiatriques de la BPCO commencent avant la naissance. C'est-à-dire quand vous naissez avec des poumons plus petits, vous êtes plus facilement dans un rapport VMS sur CVF de BPCO que si vous naissez avec des gros poumons, ça c'est clair. La pollution atmosphérique et la pollution donc, de l'environnement, c'est à la fois aussi bien le trafic que les usines. Il ne faut pas occulter la pollution à l'intérieur, dont la première reste le tabagisme. Bon, et puis il y a certains enfants pour lesquels, effectivement,
Quand on les met, les bébés nageurs, ça ne va pas parce que soit c'est l'eau chlorée, soit c'est la collectivité, et ils font des infections à répétition. C'est un point qui est à discuter. Donc, il y a les points chez l'enfant, l'environnement, les signes qui vont vous rassurer. Et les premiers signes, donc la courbe de poids, ça, alors là, c'est absolument fondamental, et c'est un problème, entre autres, pour les dossiers médicaux informatiques où on a du mal à pouvoir avoir des courbes de poids et taille qui s'affichent. Deuxième point important, c'est la variation saisonnière. Les enfants qui, alors pour nous en France, d'octobre à avril, ici ce serait de mai à octobre. Un peu tout le temps. Il n'y a pas de variation saisonnière. D'ailleurs, chaque fois que je viens, il fait ce temps-là, donc il n'y a pas de variation annuelle non plus. Le troisième point qui est vraiment très important, c'est l'intervalle libre. C'est un enfant qui guérit complètement d'un épisode, qui va très bien entre les épisodes, est certainement moins malade qu'un enfant qui ne guérit jamais bien, ou qui garde une toux chronique, qui garde quelque chose. S'il n'y a que les voies aériennes supérieures, c'est quand même plutôt rassurant. Parce que toutes les maladies dont on a parlé, même l'asthme, elle siffle de temps en temps. La mucoviscidose aura des troubles digestifs, le dyskinésie, ils auront une petite détresse, au fond des otites, une toux grasse un peu trop fréquente. Donc l'atteinte isolée, voie aérienne supérieure, c'est quand même plutôt rassurant. Et puis si vous êtes inquiet, ce qui est rassurant, c'est d'avoir une radiothorax normale. Par contre, qu'est-ce qui doit vous inquiéter? C'était le sujet d'une des questions. Le caractère non saisonnier, c'est-à-dire l'enfant qui est en permanence. Les parents vous disent, écoutez, de janvier à décembre, il n'y a pas de saison que l'on peut identifier comme étant plus préoccupante qu'une autre. L'enfant qui n'est pas gardé en collectivité, qui fait des rhinos à répétition, sauf s'il a une famille de 6 enfants, qui est une petite crèche, il faut quand même pas s'inquiéter, mais avoir l'esprit en alerte. Un examen clinique anormal entre les épisodes, c'est-à-dire un enfant, les parents vous voyez, il est dans son état de base, puis quand vous l'examinez, il a des petits râles bronchiques, il tousse gras, il y a quelque chose qui se passe, une petite saturation qui est un peu basse, donc ça, c'est pas normal. On l'a vu, le retentissement sur la courbe saturopondérale. On a vu une radio qui est anormale entre les épisodes, et puis des signes associés. Donc toute respiration bruyante est anormale. Donc soit c'est parce qu'il a un stridor, soit c'est parce qu'il a un wheezing, fait un bruit aux deux temps, une dyspnée des accès de cyano, de ballonnement abdominal, diarrhée chronique. Si en plus il a un hypocalcémie digitale, donc ça c'est vraiment des points, il faut aller plus loin et il faut s'acharner à trouver une cause. Donc, il y a les 4 points, l'enfant, l'environnement, les points positifs, les points rassurants, et puis au contraire, les signes d'alerte. La première, c'est la cohorte Paris. Donc, c'est 3840 nouveau-nés qui sont nés entre 2003 et 2006. Et pour 1080 d'entre eux, à 8-9 ans, donc entre 2011 et 2015, il y a eu un recueil de données démographiques, des fonctions respiratoires, et puis des mesures de pollution liées au trafic, exprimées donc en équivalent de dioxyde d'azote, près de là où vivait l'enfant, et puis des mesures avec AirParif de la qualité de l'air. Alors la première chose, c'est que on retrouve, donc ça c'est à peu près cohérent en France, 10% d'asthmatiques. Pareil, 10. Alors il ne faut pas dire que c'est les mêmes. 10% d'exposition au tabagisme utéraux et 25% de tabagisme passif. Bon, ça, c'est des données factuelles. Et quand on regarde les résultats, alors il y a des choses il y a 2 types de résultats finalement qui sortent. Le premier résultat, c'est que
Alors, l'exposition au trafic, la pollution liée au trafic pendant la grossesse donne plus d'infections, donc ça, effectivement, ça les fragilise. Et il y a deux grands résultats. Le premier, c'est que quand on est exposé précocement, qu'on fait des infections respiratoires, on n'a pas de syndrome obstructif, mais on a une diminution de la croissance pulmonaire. Et vous avez en même temps une diminution du VMS, du CVF, sans modification du rapport. Donc l'exposition précoce ou continue et les infections respiratoires, ça va altérer la croissance pulmonaire de l'enfant. Donc c'est un effet négatif sur la croissance. Et la deuxième chose, c'est quand il regardait la pollution dans les semaines ou les jours précédant l'exploration fonctionnelle du bilan du 8-9 ans, ils se sont aperçus qu'une exposition récente, par contre, avait un effet sur le rapport VMS sur CVF. Donc l'exposition récente entraînait, chez les enfants qui avaient des infections des voies aériennes inférieures, entraînait un syndrome obstructif. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé chez les enfants qui étaient sensibilisés. Et ils ont montré que lorsque on est sensibilisé, alors c'est essentiellement des sensibilisations aux acariens ou au pollen, mais que l'exposition précoce aux dérivés azote diminuait le VMS et le rapport VMS sur CVF, et que l'exposition récente diminue significativement, s'accompagne d'un syndrome obstructif. Par rapport aux enfants non sensibilisés, c'est encore plus net s'ils étaient sensibilisés au pollen et que le FR était réalisé au printemps. Et il y a vraiment, ça c'est des notions qu'on connaît, hein, on avait déjà parlé depuis très longtemps, diesel et pollen. Et maintenant, on arrive à montrer que finalement, même chez les enfants, les petits enfants, quand ils sont sensibilisés, la pollution aggrave les choses. L'autre étude, c'est une étude qui a été faite aux urgences des hôpitaux de l'assistance publique pédiatrique. Et donc, l'équipe qui a fait ça a colligé les motifs de consultation de plus d'1 million d'urgences pédiatriques entre 2010 et 2015, donc dans les 20 hôpitaux pédiatriques, les 20 urgences pédiatriques. Et ils ont regardé s'il y a des corrélations avec les polluants atmosphériques, les données météorologiques, les comptes polliniques et puis les épidémies de VRS. Et ils montrent que jusqu'à un certain point, plus le taux de particules fines augmente, plus il y a de consultations d'urgence pour asthme.